Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Tarot Tor. Une fois de plus, je vous ferai découvrir le parcours de mon invité au travers de 12 questions inspirées du monomythe de Joseph Campbell. Une structure narrative qui a donné la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous permettre de mieux comprendre mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot pour l'inspirer et la guider dans sa réponse. Le dernier épisode sur le tarot ayant beaucoup plu, vous serez sûrement ravis d'apprendre que ce mois-ci encore, je reçois une créatrice de tarot. Mais pas seulement. Je renoue également avec une vieille tradition de la chaîne en ressortant mon compteur de mots. Saurez-vous deviner combien de fois mon invité peut évoquer le chaos en moins d'une heure? Eh bien bonjour. Alors je suis Bérangère de Moncy. En général, on me connaît parce que je fais la direction artistique des livres gastronomiques. Je suis illustratrice et depuis peu autrice, puisque j'ai sorti le tarot de la sorcière chez le Lotus et l'éléphant. L'année dernière, Bérangère a sorti le tarot de la sorcière et de la roue de l'année aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Mais depuis 10 ans, c'est surtout dans la gamme gastronomique que vous pouvez retrouver son travail au travers de plus de 16 livres de cuisine et 4 boîtes de jeux de société. Je dois connaître Bérangère depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et pourtant, cela doit faire moins de 2 ans que nous avons découvert notre intérêt mutuel pour le tarot. Avant toute chose, je vais donc lui demander quelle est sa vision de la pratique du tarot. J'aime bien tout ce qui va être tarot psychologique et introspectif, plus que le divinatoire, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un qui peut comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Et en plus, j'ai une grande tendance à mélanger le système Marseille et Rider-Waite. Et c'est comme ça que j'en suis venue d'ailleurs à écrire mon tarot avec un système un peu mélangé, avec lequel en fait je suis vachement plus à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, c'est au fur et à mesure de mon apprentissage, ça s'est plus ou moins mélangé, je crois. Pour son interview, nous avons choisi le Shadowlight Tarot de Eric Tessé. C'est un tarot pour lequel j'ai énormément d'affection. J'avais suivi son crowdfunding avec passion, au point d'emporter plusieurs amis avec moi dans ma commande. Avec son noir et blanc très tranché, le jeu bénéficie d'une atmosphère plutôt sombre. Les illustrations sont très détaillées et c'est un plaisir de s'y perdre comme dans un labyrinthe. L'univers est d'inspiration médiévale fantastique, avec une orientation réaliste comme pour du Game of Thrones. A noter que, grâce au crowdfunding, le jeu a été enrichi de nombreuses cartes bonus. On retrouvera ainsi 5 cartes d'éléments et 5 cartes de champions, illustrant des moyens de se connecter au monde. Le parti pris graphique du jeu est très puissant. Les cartes sont un peu intimidantes et l'artiste a renforcé ce sentiment de vertige en illustrant ces arcanes comme de véritables fresques. Une pour les majeurs, une pour chaque mineur et une pour les éléments et les champions. C'est une véritable orgie graphique et c'est une des raisons qui me pousse à me replonger régulièrement dans ce jeu. Niveau conception, le jeu est livré dans un beau coffret d'apparence solide, mais qu'il est un peu moins que prévu. Au lieu d'un carton très épais, on trouve 2 feuilles de carton léger, ce qui rend l'ensemble au final assez fragile. Les cartes, quant à elles, sont assez fines et glissent beaucoup, mais offrent de belles tranches argentées. Enfin, le livret est très complet et bénéficie d'une superbe mise en page. Pour 100 $, le jeu est un peu cher si l'on prend la conception en compte, mais c'est une superbe œuvre d'art et ça peut valoir le coup. A noter qu'il existe une version de poche très mignonne et qui ne me quitte jamais. Et surtout que l'artiste travaille actuellement sur une version couleur qui s'appelle le Lucid Light Tarot. Elle sortira prochainement en crowdfunding et j'en reparlerai sûrement car je compte bien craquer. Mais maintenant, voyons ce que le Shadowlight va nous dévoiler de l'histoire de Bérangère. Le monde ordinaire. Quelles sont tes origines et quel était ton quotidien avant de te lancer dans l'aventure? Alors, le monde ordinaire. La Lune. Pardon. La Lune pour le monde ordinaire, je trouve ça très drôle en fait. Spécifiquement sur cette carte, j'adore, il est magnifique ce jeu. Donc on a la Lune, la pleine Lune précisément, au fond avec 2 colonnes avec des quartiers de chaque côté. On retrouve les loups du Marseille dessus, mais alors ils hurlent à la Lune, c'est le cas de le dire. Et le petit cancer, moi j'appelle ça un cancer, c'est un homard, mais j'appelle ça un cancer à cause des représentations astrologiques. Au premier plan, il n'est pas dans l'eau. C'est trop bizarre. Incroyable. Je suis en train de m'émerveiller sur cette carte. Et du coup, c'est censé être mon monde ordinaire. Mon monde ordinaire, il est peut-être pas ordinaire alors. Ou alors il est caché, je sais pas. Ou chaotique, parce que je trouve que cette carte, elle est ultra chaotique. Peut-être que c'est ça justement le monde ordinaire, c'est le chaos, je ne sais pas. Et aussi
beaucoup l'imaginaire. Je pars de la carte de la Lune, hein, au-delà de ce qu'elle représente, celle-ci spécifiquement. L'imaginaire, ce qui est caché, ce qui est mystérieux, parce que je crois que j'aime pas trop parler de moi. En tout cas, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, mais et qu'il y a un gap entre ce qui se voit et ce qui se voit pas. Par exemple, j'ai l'air vachement gentille. Tu sais, il y a un peu écrit victime ici, je trouve. Alors qu'en fait, non. En fait, non, pas du tout. Je suis quelqu'un pleine de passion comme n'importe qui. La Lune évoque la puissance réceptive féminine. On a longtemps associé le cycle menstruel au cycle lunaire. C'est une carte d'intuition et de mystère qui invite à réfléchir différemment, à se connecter au monde ou à ses rêves pour trouver une nouvelle voie. C'est aussi une carte aux aspects sombres qui peut évoquer les cauchemars et la folie. Enfin, cet arcane peut aussi tout simplement faire référence à la mère du consultant. Ouais, moi ce que j'aime bien dans cette carte-là, c'est vraiment l'idée de chaos, mais de chaos intérieur parce que c'est la Lune. Ça exprime bien le point de départ de tout, hein, parce que moi j'ai 40 ans, alors mon point de départ il n'était pas hier. Hein. Ouais, c'est comme s'il y avait une espèce de maelstrom de chaos intérieur et qu'il faut le sortir. Et c'est comme ça qu'on devient créatif, je crois. Et je pense que c'est un bon début pour n'importe quel créatif. À quel moment est-ce que je sors ça dans le monde extérieur? Ou est-ce que c'est justement le fait qu'il y a un monde intérieur très riche qui fait qu'on a des choses à raconter? C'est peut-être ça justement le point de départ. C'est les choses que les gens ne voient pas quand on se croise dans la rue, ou même quand on fait la teuf, ou quand on se croise. Et en fait, je pense que quand on a quelque chose à raconter, que ce soit en tant qu'auteur, autrice ou illustrateur, illustratrice ou autre forme d'art, là je te parle de mes formes d'expression, mais c'est forcément qu'il y a un truc hyper puissant dedans. Et moi ce que j'aime dans la carte de la Lune, c'est que ça veut pas forcément dire que ça se voit. Voilà. Et le chaos, moi je pense que c'est ma vie, quoi. Ma vie dans le chaos. Mon enfance dans le chaos et mon adolescence dans le chaos, c'est cette carte. Mais que à l'intérieur, ça se voit pas. J'avais l'air vraiment de quelqu'un de très serein, je pense. L'appel. Quelles étaient tes motivations au début? Alors, c'est un chiffre romain, 7 de coupe. C'est marrant, j'avais l'impression que la suite des coupes, elle était plus joyeuse que ça. C'est un mec qui se noie dans un verre. Non mais sérieux, quelqu'un qui se noie dans un verre d'eau. Est-ce que je vais rigoler à toutes les cartes? Je sais pas. Alors c'est très clairement quelqu'un qui se noie au sens propre dans un verre. Rempli par la nature florissante et très imaginative. Il y a un dragon, un château fort, une couronne de laurier. Bon, en fait, il y a tout ce qu'il y a sur le traditionnel 7 de coupe, en fait. La famille des coupes est associée à l'émotionnel. Le chiffre 7 est celui de la détermination. Le 7 de coupe évoque la nécessité de rester concentré, de ne pas se perdre dans ses illusions. Il faut rester réaliste et ne pas se laisser aveugler. C'est aussi une carte de connexion aux autres et de découverte de l'amour de son prochain. Ben, c'est intéressant aussi, c'est hyper linéaire je trouve avec la Lune, le côté imagination. Mais ça me perturbe qu'il se noie dans un verre d'eau le mec. Ça commence à me parler. Donc qu'est-ce qui m'a fait sortir en fait? Qu'est-ce qui déclenche le truc? Cette carte-là, elle m'amène très très loin dans ma vie, beaucoup plus jeune je pense. Je pense que j'étais quelqu'un qui était très dans l'imaginaire. J'aimais bien les mangas moi. J'étais pas une grande lectrice, mais de romans, mais quoique. Mais ouais, j'aimais bien les mangas, les dessins animés, toutes ces choses-là. Et je pense que ça m'a vachement nourrie. Et ça m'a nourrie au point de vouloir faire ça de ma vie. Alors moi, je voulais faire du dessin, je voulais faire de la BD quand j'étais ado. J'en ai jamais fait, au final. Et je retrouve ça dans cette carte-là, le fait que finalement, ce qui me met en mouvement, c'est l'imaginaire, c'est l'imagination, c'est vouloir raconter des histoires. Et c'est aussi vouloir que ma vie soit pas ordinaire. Alors que je pense qu'elle l'est, hein, tout le monde a une vie plus ou moins ordinaire, mais faire vivre cette imagination en fait. Et du coup, donc ça me ramène à cette époque-là de mon adolescence, et effectivement j'ai fait des études d'art derrière, donc j'ai eu de la chance. J'aurais pu n'avoir ni rêve ni passion. La tristesse, mais je pense que ça arrive.
Et du coup, je retrouve pas trop, quand je raconte ça, je retrouve pas trop le mec qui se noie dans un verre d'eau, mais peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Tu vas voir, ça va me revenir à un moment donné, je vais me dire, mais oui, bien sûr que je me suis noyée dans un verre d'eau. Le refus. Quels furent tes premiers doutes? Voilà, la carte de l'air. Avec les montagnes, les châteaux, il y a une espèce de muraille ou de pont qui s'enchaîne en fait d'une montagne à l'autre, mais tout est couvert et recouvert par les nuages. En fait, ça me parle pas mal. La carte de l'air fait partie de la famille des éléments ajoutés par l'artiste. Il la définit comme celle de l'énergie éthérique qui coule en nous, une arcane des pensées et de la communication, celle d'un monde de rêve auquel on serait connecté. Je trouve que ça peut parler pas mal de doutes. Surtout l'air, pour moi, ça me fait penser, pour moi, c'est lié aussi à l'élément qui est lié au mental, surtout dans le tarot. Et pour moi, du coup, c'est lié au doute. Et ça correspond bien à la question. Et je pense que en fait, elle représente vachement bien ça, le fait qu'il y ait comme un chemin, mais en fait, quand tu vois plus le chemin, tu te dis j'y vais ou j'y vais pas. Et en fait, tu peux passer une éternité là devant à te dire j'y vais pas, ce qui a été mon cas. Moi, je pense très sincèrement que j'ai perdu créativement et professionnellement une bonne dizaine d'années de ma vie. Enfin, perdu, tout est relatif, hein, on ne perd jamais vraiment, on fait autre chose. Alors qu'on voit que le chemin continue et tout, mais ça fait peur. C'est peut-être une carte qui me parle aussi de peur. Et les petites montagnes, c'est un peu comme des trophées et tout, et t'aimerais bien les atteindre, et tu vois tous les autres traverser le pont, et toi t'es là, mais pourquoi j'y vais pas? En fait, je sais pourquoi j'y vais pas. Parce que j'ai une peur bleue. Et j'y arrive pas. Donc ça me fait vraiment penser à ma vie entre 20 et 30 ans, quoi. Voilà. À me demander pourquoi j'y arrive pas, pourquoi les autres, je les vois franchir le pont. Et avoir cette espèce d'overthinking tout le temps. Ouais, le doute de ouf, quoi. Et d'ailleurs, au-delà du doute, ça a un impact hyper fort sur la créativité, sur le côté créatif. Parce qu'en fait, on ne se permet pas d'évoluer. Quand on pense trop, quand on réfléchit trop, quand on se compare. J'aime bien l'idée du chemin et de pouvoir voir les autres traverser aussi. Parce que je pense que je me suis beaucoup comparée, ce qui était une grosse connerie, il faut dire ce qui est. Mais que c'est dur de faire autrement. En plus, on a passé 15 ans de notre vie à l'école où on n'a que été comparés constamment avec les notes et tout. Franchement, l'école, c'est tellement un tueur de créativité, quoi. Bref. Et le pire, c'est qu'en école d'art, c'est limite pire que le lycée, que le collège et tout, parce qu'en fait, on est constamment comparé aux autres. Et quand tu es toujours avec des bons dans ta classe, en fait, si tu n'es pas dans le trio de tête en école d'art, tu es constamment dans ce côté je suis nul parce que tu es moyen, donc tu n'y arrives pas, tu vois bien que tu n'as pas les mêmes capacités que les autres, et en plus de ça, toutes les semaines, on affiche ton boulot à côté des autres et on te dit que c'est nul ce que tu fais. Donc c'est très dur. Surtout que c'est très personnel, la créativité. T'exprimes toujours quelque chose, même si c'est un sujet, même si tu fais, je vais prendre un exemple à la con, même si tu fais un packaging de jambon, mais je prends toujours cet exemple-là pour montrer qu'on fait quand même des métiers très terre à terre, quoi. Mais même quand tu fais un packaging de jambon, bah, c'est toi qui le crée, donc ça reste personnel, c'est très bizarre, mais même le packaging de jambon, c'est perso, quoi. Donc c'est dur d'être hyper sûr de soi. Je suis toujours très admirative des gens qui, très jeunes, sont sûrs d'eux, et je trouve ça trop bien d'ailleurs. Et donc voilà ce qu'elle me raconte, cette carte-là. Ma période de stagnation, de doute, entre mes 20 et mes 30 ans, où j'ai rien foutu créativement, soyons très clairs. Voilà. Le mentor. Est-ce que quelqu'un t'a guidé pour te lancer? Alors, j'ai la justice. Ça me fait tout de suite penser à quelque chose, c'est pour ça que je fais cette drôle de tête. Donc, la justice, c'est une femme qui tient son épée bien droite. C'est marrant, moi j'aime bien la représenter de traviole, l'épée. Elle est très belle cette carte, il y a plein de choses, elle est ouverte sur un paysage très vaste, nature, il y a une porte. Et à l'intérieur,
En fait, elle est entre les deux, entre la nature extérieure et une sorte de nature intérieure, parce qu'il y a des arbres aussi, elle est sous une arche. Il y a des arbres, mais il y a aussi tout plein de matériel, des bougies, une map monde, des plantes, on dirait un petit atelier de sorcière, j'adore. Elle est hyper paisible. Et c'est marrant parce que je vois pas du tout la justice comme une carte paisible, donc je vais essayer de voir. La justice est une carte d'équilibre et de fermeté. Elle annonce qu'il faut parfois faire des sacrifices pour atteindre l'harmonie. C'est ce qui explique qu'elle est souvent représentée avec une épée. La justice s'est tranchée dans les problèmes, l'arcane évoque la morale, la droiture et peut symboliser les institutions et leur poids écrasant, tout comme une figure maternelle étouffante. Donc le mentor, apparemment c'est une carte paisible. La justice. En plus, moi j'ai du mal à identifier un mentor pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a à nouveau c'est une histoire de richesse, soit de vision, de richesse de la vision, soit de richesse intérieure. J'essaie de voir vers où ça peut m'amener cette histoire-là. Parce que des mentors, j'en ai pas eu des masses. Je me suis beaucoup débrouillée toute seule, donc je pense à une personne. Mais alors, je pensais pas du tout l'avoir arrivée en tirant une carte à propos du mentor. Je crois que dans ma vie, je pourrais identifier 3 personnes comme m'ayant aidé à aller plus loin. Et celle-ci aurait sûrement été celle que j'aurais choisie en dernier. Mais je pense je sais pas comment l'appeler, c'était pas ma prof de dessin, parce que j'ai pas fait de dessin au lycée, c'était la personne qui avait un atelier d'art dans ma ville où j'allais le vendredi soir quand j'étais au lycée, parce que j'étais dans un lycée 0 option. Il y avait éco, S et L, et puis après on se démerdait si on voulait faire autre chose, donc voilà. Et donc j'ai pris des cours avec elle pour faire l'option art au bac. Et ça me fait penser à elle déjà parce que c'est une femme et que c'est sûrement la seule des 3, enfin c'est la seule des 3 qui est une femme. Et qu'elle est paisible et qu'il y a une grande richesse sur la carte avec plein de choses. Et ça me fait vraiment penser à elle. Elle s'appelait Fatima. C'était une mère d'élève au lycée et elle était trop bien. Elle fait encore de l'art, hein, elle est artiste. Et elle était... J'essaye de mettre des mots dessus. Je pense qu'elle a ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire que moi, je venais de mon coin de bureau dans ma chambre où je faisais des dessins, où je dessinais des mangas, où je faisais des trucs très classiques qu'on fait quand on est ado et qu'on ne sait pas dessiner. Parce que moi, là, forcément, c'est un mentor côté dessin. Voilà, et je ne savais pas dessiner. Moi, je suis une grosse nullité à la base. J'ai beaucoup travaillé. Et donc, je faisais mes petits trucs. Et elle, en fait, elle est arrivée avec tout son côté hyper fantasque à nous faire expérimenter la couleur, les formats géants, les touches de peinture, des trucs que j'aurais jamais exploré avant d'aller en école d'art. Et je pense d'ailleurs que c'est grâce à elle que j'ai été prise en école d'art, enfin la première année de prépa. Moi j'ai eu l'impression que c'était facile parce que je suis arrivée avec mon dossier, on m'a dit ok c'est bon tu viens. Et 2 ans après ma cousine l'a fait et on lui a dit non. Donc c'est là que je me suis dit peut-être finalement que j'avais un bon dossier et c'est grâce à elle. Et en fait, elle a ouvert le champ des possibles. Je pense que c'est ça. Je crois que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure avec la lune. Je suis pas sûre de l'avoir dit, mais je pense que j'ai grandi dans un monde un peu étriqué. Avec peu de champs de possibilités pour l'avenir, pour la vie. Je me souviens de ma mère qui pleurait en me disant « Tu veux pas faire compta plutôt que de la BD ?» Enfin voilà, la pauvre, j'espère qu'elle tombera pas là-dessus. Et voilà, parce qu'on ne savait pas ce que c'était et parce que c'était bizarre de vouloir avoir une vie qui était du côté de la vie et pas du côté de s'insérer dans la société. Parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses un peu. Je ne me vois pas du tout insérée dans la société. Une espèce de truc, voilà, que j'ai beaucoup de mal à définir. Et donc cette personne-là, je pense qu'elle a ouvert le champ des possibilités et le fait que je puisse me montrer que je puisse avoir quelque chose à raconter, à exprimer et que quoi que ce soit joli, moche et tout, il ne s'était pas raté.
que ça valait ce que ça valait et que l'important c'était de l'avoir sorti. Et ça quand même, ça n'a pas de prix, je pense. Voilà, surtout quand on est dans cette période de sa vie où on a l'impression que tout a une valeur, tout mérite une note, qu'il y a des choses belles et des choses pas belles, qu'il y a des choses valables et des choses pas valables. En fait, on est hyper binaire quand on est jeune, quoi. Donc voilà, c'est Fatima. Voilà, je l'adore. Le passage du seuil. Quel a été pour toi le point de non-retour? Ok. Oh, un 10 de coupe. Ah. Là, forcément, ça me parle tout de suite. C'est la carte de la famille, en plus, 10 de coupe. Donc moi, forcément, ça me parle de ma famille. Alors, ça ne me parle pas forcément de ma famille, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis maman. Mais je pense que ça me parle de mon couple. En plus, ils sont deux. C'est marrant, sur les 10 de coupe, souvent, il y a toute une famille. Elle a un truc qui me déplaît, cette carte. Ah si, ils sont au fond, les enfants. Elle a un truc qui me déplaît parce que je ne sais pas si c'est moi qui vois mal, mais ça donne l'impression, je ne sais pas si c'est la robe de la femme, on dirait qu'elle est faite dans de la pierre comme le rocher à côté, et ça ne me plaît pas du coup. Parce que lui, il a des jambes. Donc lui, il est libre, et elle n'est pas libre. Et ça me dérange, tu vois. Attention, hein, le patriarcat, c'est pas mon truc. Allez, je vais me dire que c'est qu'une robe, mais bon, ça m'a évoqué ça en premier quand même, le couple, plus que la famille. Le 10 est un chiffre de transition. Le 10 de coupe est une carte d'accomplissement. L'amour irradie. Vous avez trouvé votre place et êtes connecté au monde. C'est peut-être le moment idéal pour créer votre foyer. J'adore cette carte. Elle est encore une carte hyper paisible. Ce qui m'amène à penser que c'est une carte qui fait référence à quelque chose de beaucoup plus récent dans ma vie. Le chaos. Le 10 de coupe. Voilà, c'est pas le même moment. C'est vraiment le moment où je me suis retrouvée dans le couple qui est toujours le mien maintenant, que j'ai commencé à sortir des trucs plus intéressants. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire j'aime pas le patriarcat et de se dire c'est grâce à mon mec que je fais des trucs. Mais je pense que c'est réciproque. C'est aussi grâce à moi qu'il fait des trucs, donc voilà. Dans le sens où justement j'ai été en confiance. Je pense que c'est le moment de ma vie, post 30 ans du coup. Tout à l'heure je parlais de mes 20 à 30 ans. Ça correspond vraiment. Donc post 30 ans, je me suis sentie soutenue, valorisée, reconnue dans ce que j'étais capable de faire. Et du coup, il y a un truc qui s'est libéré. C'est-à-dire que d'un coup, je crois que je me suis sentie le droit d'avoir une production créative. Avant, il fallait que j'ai un travail, il fallait que j'ai un emploi, plus exactement. Un emploi, il fallait que j'ai mon salaire tous les mois. J'avais besoin d'une forme de, de stabilité très concrète, telle qu'on nous l'a fait voir. Et d'un coup, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui m'a dit la sécurité, moi, je te fais le cadre, et puis vas-y, t'inquiète. Et en fait, le fait que dans la tête, ça se libère, alors qu'en fait, concrètement, il ne s'est rien passé de particulier. En vrai, dans la vie, il n'y avait pas vraiment de changement. Je continue à gagner ma vie, enfin, voilà, il y a pas en freelance, mais peu importe. Voilà. Mais je me suis sentie libre, en fait, d'avoir ce truc-là. Et il se trouve qu'avant ça, c'est marrant parce que vraiment, je pense que ma vie privée a beaucoup influencé. On a l'impression que les artistes, ils sont trop freestyle, mais non, pas du tout. Je pense que ma vie personnelle a vachement influencé ma manière de créer, parce que avant ça, je vivais avec des personnes, enfin j'ai vécu avec des personnes qui m'ont pas bridée, mais avec lesquelles moi je me sentais bridée. J'ai reproduit un schéma que je connaissais, voilà, de mon enfance. J'ai vécu avec 2 personnes. Alors je parle de ma vie perso, je m'en fiche, hein, tout le monde est au courant. Donc j'ai vécu avec 2 personnes. La première, c'était un artiste aussi, qui était quelqu'un de très talentueux. Qui fait partie de ces mecs qui sont des dieux du dessin,
qui font les gobelins et qui partent bosser chez DreamWorks. Un jour, tu verras pas cette vidéo, mais voilà. Et forcément, à côté, tu te sens un peu comme un petit caca. Oh yeah! Et donc, ça, c'était la première partie. Deuxième partie, j'ai vécu avec une autre personne qui, elle, se fichait royalement de ça, qui était très valorisée à l'idée d'être avec une personne créative, mais qui, en fait, me rabaissait tout le temps dans ce que je pouvais produire. Voilà, pourquoi ça réussit pas? Et machine, elle sort des livres, et machine, elle fait des trucs, et toi, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors que je faisais des trucs. Et ça m'a énormément renfermée, rabaissée. Et d'ailleurs, ça a correspondu, j'espère que je conjugue bien ce verbe, avec la période de ma vie où je disais tout à l'heure, où j'ai pas du tout évolué créativement parlant. Et à partir du moment où je me suis retrouvée dans cette carte, donc 10 de coupe, je pense qu'il y a une porte qui s'est ouverte, et puis une fenêtre, et puis une porte-fenêtre, et un jardin. Voilà, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, il y a une petite maison. Et c'est pas venu tout de suite, hein. Je pense qu'il y a eu encore un peu de travail et tout. Et je pense qu'on s'est tous les deux épanouis créativement à partir du moment où on a été tous les deux. C'est très bizarre, hein. C'est comme quoi on peut se trouver, je pense qu'on peut faire des rencontres comme ça, qui fonctionnent bien. Et qui encore maintenant, c'est comme n'importe quelle, je pense, cellule familiale, surtout avec moi dedans et plus ou moins chaotique. Mais fonctionne, voilà, mais continue à fonctionner. Donc, mais c'est comme, j'allais dire c'est un roc, mais tu vois là, il y a le petit roc sur l'image. Ou à moins que ce soit moi le roc, vu qu'elle a une robe qui ressemble à un rocher, je sais pas. Mais ça m'inspire ça, cette carte-là. Voilà, et je pense que ça a été vraiment le moment où j'ai franchi le pas à me dire je reviendrai pas en arrière et je pourrais pas faire un métier autre que celui que je fais. C'est pas tout à fait le moment où je me suis remis à écrire, parce que j'écrivais quand j'étais plus jeune, mais par contre sur toute la partie dessin, illustration, et même dans mon métier de directrice artistique, ça s'est développé. Voilà. Les gardiens du seuil. Quelles ont été les premières épreuves à traverser? Pourquoi je rigole à chaque fois que je vois les cartes, sérieux? C'est le chariot. Oh, il a l'air un peu vénère, ce chariot-là. Alors, déjà, il y a on dirait c'est 2 panthères, non? C'est une panthère et une lionne à la place des chevaux, je crois, avec des coiffes égyptiennes. Donc, on a un peu le côté sphinx. Et le chariot, alors pourquoi je le trouvais vénère? C'est là qu'on voit que mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Non, c'est ça, il a un côté un peu guerrier, il a une armure, il tient un casque à la main. Il a quand même son petit auvent. Il est très classique, hein, comme chariot dans son genre, très Marseille. Et comme gardien du seuil, du coup, il est assez impressionnant, je trouve, avec ses panthères, et sa panthère et sa lionne. Qu'est-ce que ça m'évoque? Le chariot est la carte de l'action par excellence. Elle incarne la fougue arrogante de la jeunesse, une force que rien ne semble capable de pouvoir arrêter, une détermination et un esprit de conquête aussi séduisant qu'inquiétant. C'est la carte de la détermination et du succès, mais elle peut aussi évoquer un voyage à venir ou un amant entreprenant. Je ne sais pas du tout. Je trouvais qu'il avait une bonne tête de gardien du seuil, mais en dehors de ça... Attends, je vais réfléchir un peu. Oh. Ça y est, j'ai une idée. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, mais ça me fait penser à un truc. C'est un peu tiré par les cheveux, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aux mecs, en général, les mecs. C'est marrant parce que je viens d'en parler sur la carte précédente. Mais ça, c'est un truc en plus que, encore maintenant, me fâche. Voilà. C'est marrant que je pense à ça, mais je pense qu'il y a un rôle. Le fait que je me sente, je pense, assez souvent bloquée du fait d'être une femme dans l'avancée de mes projets. Et que ce soit par des personnes que j'aime pas ou des personnes que j'aime, hein. Rien à voir. Mais alors je disais tout à l'heure que j'aime pas le patriarcat, mais alors c'est vraiment pour moi, d'habitude c'est pas du tout une carte qui m'évoque le patriarcat, hein. L'empereur, le pape, ouais.
mais en général pas le chariot. En fait, je me suis toujours retrouvée, je pense, à devoir me trimballer une image collée par l'imagerie ou les dictats, on va dire, du patriarcat. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait écrit gentil. J'ai dit victime, mais ça voulait dire gentil. Sur mon front, c'est un peu ça, tu vois. Oh, elle est gentille et tout. Quand je travaillais, quand j'étais graphiste au tout début de ma carrière, mes directeurs artistiques, c'était toujours des hommes. Le rédacteur en chef, toujours des hommes. Et il faut savoir que c'est des milieux où il y a principalement des femmes. Donc le fait qu'il y ait des mecs là, c'est incompréhensible. J'ai jamais pigé, mais c'est toujours eux qui sont en haut. Et en fait, ils t'appellent ma petite, cocotte, louloute. Et je trouve que ça te rabaisse et que c'est hyper dur dans l'image de soi, la confiance en soi, d'aller au-delà de chercher un peu sa limite quand continuellement on est dans cette image-là. Et encore maintenant, j'ai dû me conforter à un moment donné dans ce côté j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, etc. Parce qu'on est tout le temps en dessous de quelqu'un. C'est dur d'être en haut du podium quand tu es une femme. Et encore maintenant, ça pourrait résumer mon année aussi. Et je pense notamment à un autre truc beaucoup plus ancien, qui n'est pas une histoire marrante du tout. J'étais étudiante et je faisais de la vidéo. On devait choisir une option, je crois que c'était en 2e année ou quelque chose comme ça. J'ai fait des études en 3 ans. On devait choisir entre illustration, vidéo et photo. Et en fait, comme j'avais un prof d'illustration mais horrible en première année, mais j'ai dit tout à l'heure, les écoles d'art, c'est l'horreur. Donc il était horrible. Je me suis dit, l'illustration, c'est pas pour moi, ça sert à rien d'insister, j'arrête. Et j'étais allée en vidéo et en fait, je me suis fait donc agresser par mon binôme, pas physiquement, verbalement à l'écrit, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais un truc horrible, vraiment, j'ai reçu un mail horrible, si bien que je me suis retrouvée dans le bureau de la directrice des études et j'étais tellement mal et j'avais tellement honte, parce que quand on se fait agresser, on a honte, bizarrement, je ne saurais pas expliquer ce mécanisme, mais c'est comme ça, que j'ai même pas osé lui raconter vraiment ce qui s'était passé, mais je lui ai dit, je ne veux plus travailler avec lui, je veux qu'on puisse faire quelque chose, je peux pas en fait. Déjà, je me suis trouvée un peu courageuse de pouvoir d'y être allée. C'était pas si évident que ça. Je pense que de nos jours, je serais allée porter plainte. Mais bon, c'était il y a 20 ans. Et voilà, et ça a commencé comme ça, quoi. J'avais 20 ans, enfin, tu te rends compte, t'as 20 ans, t'es à l'école, tu fais un truc créatif et tout, et il y a déjà un mec qui te met des bâtons dans les roues. Et donc, j'ai jamais appris à faire de vidéos à cause de ce mec-là. En revanche, je suis revenue à l'illustration, ce qui n'était pas, voilà, un mal pour un bien, mais pour ça, pour dire que je vois vraiment ça comme un obstacle, et je trouve ça triste, d'ailleurs, parce qu'on vit ensemble, je veux dire. Voilà, on vit avec des hommes tout le temps, ça devrait pas être ça, mais je pense que ça a représenté un obstacle avec les deux, tu vois, les deux, la panthère et la lionne hyper agressive et tout, ça me fait penser à ça. Et le mec derrière qui a l'air prêt à en découdre et tout, ça me fait penser à ça, au gars qui te parle chemin, parce que la place est pour lui et elle sera jamais pour toi. Voilà. C'était le chariot. L'approche. Y a-t-il eu des préparatifs particuliers avant d'avoir réussi ta première édition? Alors, ouais, c'est le 2 de bâton. J'ai essayé de comprendre, mais c'était le petit bâton. Alors, le 2 de bâton. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est suspendu à un bâton, mais comme à des échasses, je comprends pas trop la carte. Il y a des outils de navigation à ses pieds. La famille des bâtons symbolise la passion, l'étincelle primordiale. Le chiffre 2 est celui de la rencontre et de la dualité. Le 2 de bâton est une carte réflexive, qui évoque aussi bien une création en gestation que le besoin de réflexion stratégique ou le fait d'avoir l'esprit ouvert aux nouvelles idées. J'ai l'impression que ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que j'ai pas fait grand chose entre mes 20 ans et mes 30 ans. Le côté préparation, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire juste avoir pris le temps de savoir ce que j'avais à donner. Mais j'ai pas forcément autre chose à rajouter parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure du coup.
que le temps n'est pas forcément un ennemi. On a toujours l'impression que si on redouble, c'est la cata, si on choisit la mauvaise voie à la fac, c'est la cata, alors qu'en fait, non, on a toute la vie pour se préparer, quoi. Donc, voilà, ça me fait penser à ça. L'épreuve suprême. Quelle a été la première épreuve qui aurait pu tout te faire abandonner? La petite surprise. Le 3 de denier, je ne me trompe pas, c'est ça? Alors, c'est quelqu'un qui est un peu... non, qui travaille. J'ai cru qu'il était dans l'adversité. On dirait un artisan du feu, bizarrement, parce qu'on est dans les deniers, ça devrait être la terre, mais... on dirait qu'il construit un homme et une femme ou quelque chose comme ça, qui est un truc hyper... qui est en train de se construire. C'est étonnant comme 3 de denier, je trouve. Ah oui, non, c'est plusieurs ouvriers. Enfin, excuse-moi, ils sont à poil, donc j'ai cru qu'ils ne faisaient pas tout à fait partie du game. Mais bon. Voilà, voilà, travail d'équipe. Ah, c'est intéressant ça, travail d'équipe. Du coup, tu vois, là, vraiment, ça m'a... Oh, j'ai pas tout compris. La famille des pentacles ou des deniers évoque les biens matériels, le concret. Le chiffre 3 est celui de la communication, de l'élan, du groupe et des interactions complexes. Le 3 de denier est la carte du travail d'équipe. Elle invite à construire, à accomplir des choses avec d'autres. Là-dessus, je vois un truc au contraire qui m'a totalement boosté. Et pas un truc sur lequel ça aurait pu être touchy et tout. Ça me fait penser à un... Ah pareil, mais tu vois comme quoi il y a des âges charnières. Je crois que j'avais pareil, 31 ans, c'était l'année, mais c'est l'année où j'ai rencontré mon mari. Non mais vraiment, il s'est passé des trucs cette année-là, de toute manière, dans ma vie. Ça a été le chaos total. J'ai dit combien de fois chaos depuis le début? T'inquiète, non mais ça a été vraiment le chaos total, j'ai tout perdu en fait. Je me suis fait larguer, je venais de quitter mon travail, donc j'avais plus de maison, j'avais plus rien. Voilà, bref, je me suis retrouvée sans rien et tout est un peu arrivé cette année-là qui a suivi. Dont le truc auquel ça me fait penser, c'est le premier projet que j'ai fini, que j'ai terminé et qui a complètement changé mon paradigme en fait pour la suite. Alors rien à voir avec mon boulot, c'était une murder party que j'ai écrite avec un ami, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et j'en avais jamais écrite. Et donc j'ai fait ça pour jouer avec mes potes. Et en plus elle était trop bien, elle était vachement réussie et tout. Sauf que moi j'avais jamais rien terminé. Je pensais même que c'était intrinsèque à ma personne de ne pas savoir terminer quoi que ce soit. Ça nous a pris 1 an, on a travaillé 1 an ensemble, on a fait vraiment un truc de ouf. On avait loué un château, j'ai fait peindre des portraits des gens et tout. Enfin c'était vraiment trop bien. Et on est allé jusqu'au bout, ça s'est pas fait sans mal. Et en plus les joueurs étaient hyper contents, ça s'est super bien passé. Il y a eu un super jeu et tout. Et en fait à ce moment-là je me suis dit ah, je suis capable de terminer quelque chose et que ce soit bien, le truc qui va ensemble quoi. Mais même quand j'étais à l'école, quand j'étais étudiante, je terminais jamais mes projets. Quand j'étais au boulot, en fait le truc c'est qu'on est toujours plusieurs, donc on n'a jamais un truc à soi. Et ça a complètement, donc comme je disais, changé de paradigme, puisqu'après je me suis dit je suis capable d'avoir une idée, une envie, de me mettre au travail, de terminer et que ce soit donné au monde. C'est un peu grandiloquent comme nom, ça c'est très tarot finalement. Mais c'est ça en fait, ça t'appartient plus, c'est comme un livre quand il sort il t'appartient plus, il appartient au lecteur, c'était pareil, ça appartenait aux joueurs, surtout en murder party. T'écris pas l'histoire, hein, c'est eux qui en font ce qu'ils veulent, ils ont envie de faire de la merde, ils font de la merde, hein, c'est eux qui décident quoi, les joueurs. Donc, et pour le coup c'était pas de la merde du tout, c'était vraiment sympa. Mais donc voilà, c'est vraiment ça, ça a été le moment où je me suis dit maintenant quand j'ai une envie, je peux me lancer dans quelque chose et ça peut prendre forme. Et d'ailleurs, après ça, avec Thibaut, on a lancé Gastronoïque et ça a pris forme bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et puis moi, d'autres projets. Donc voilà pour mon 3 de denier. La récompense. Qu'est-ce que t'a apporté ta première grande victoire? La récompense, c'est une lune. Ah, c'est d'accord, c'est un valet du coup. 2 bâtons. C'est un type en pancho, il y a un mec qui est habillé comme Yodelis qui se balade dans la montagne avec son petit chapeau à plumes là, tu vois. C'est des cartes plus difficiles hein, sur la fin, la suite là. Le valet est la figure de l'initiation. Il découvre tout juste les valeurs de sa famille. Le valet de bâton est celui de la passion, des nouvelles perspectives, de l'exploration. Il ouvre le chemin. Ouais, peut-être que ça fait écho à un truc, à un autre moment.
Puisqu'on parle de cheminement un peu depuis tout à l'heure, je parle beaucoup des âges, parce que moi je me repère beaucoup avec ça dans le temps. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, mais ça me fait penser à un moment un peu où j'ai pas tout à fait compris ce qui s'était passé, mais c'était très cool. C'était pendant ma grossesse. Il s'est passé 2 choses. La première, c'est que j'ai eu une panne créative de malade. Je ne pouvais plus rien faire. Je bossais pour une cliente et du jour au lendemain, elle a plus de mes nouvelles. J'ai honte, hein, mais je ne pouvais plus dessiner. C'était au-delà de mes forces. J'aimais plus ce que je faisais. Je ne prenais plus aucun plaisir. Limite, ça m'angoissait. J'ai fait des crises d'angoisse et tout. Il faut savoir qu'on est bourré d'hormones pendant la grossesse, donc je pense vraiment qu'il y a un lien. Mais bon. D'un coup, tout est exacerbé. Donc j'ai arrêté. Donc je me suis forcée à finir ce boulot-là. Puis après, j'ai terminé. Et à la toute fin de ma grossesse, je me suis remis à dessiner en me disant « fuck, j'en ai marre. Je fais un truc qui me plaît, je m'en fous du but, je m'en fous de l'objectif. Je me fiche de ce que ça donne et tout. J'avais pas de boulot à ce moment-là. J'avais que du temps de mer, je pouvais pas travailler. J'étais comme une grosse baleine, je pouvais rien faire. Enfin, voilà. Du coup, je me suis mis à dessiner. Et c'est pour ça que ça me fait le côté valet. Et j'ai fait un truc complètement différent de ce que je faisais avant. Mais genre, rien à voir. Mais rien à voir. Et ça a donné ce que je fais maintenant. Parce qu'en fait, ce que je faisais avant, ça n'avait... Mais c'est juste, on dirait que c'est pas la même personne qui fait. Donc ça me fait penser un petit peu à ce moment... le bout du cheminement. Pour moi, j'ai vraiment vécu ça en 2 temps, de très très longues années d'apprentissage. Comme disait Barbara, la chanteuse. J'ai fait mes classes. Voilà, parce qu'elle a commencé tard aussi. Et je crois que là, j'ai eu besoin de cette espèce de rupture un peu bizarre et tout. Mais je pense que voilà, j'étais arrivée au bout, j'ai fait mes classes. Et là, est sorti un truc génial, mais que j'aimais. Moi, j'ai jamais aimé ce que je faisais. Je me comparais toujours aux autres. Je trouvais toujours que c'était nul, que les autres ils faisaient des trucs tellement bien. En plus, il y a une telle scène artistique, créative et illustrée en France que c'est dur de faire son chemin là-dedans. Et puis en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ça ressemble pas à ce que font les autres. C'est absolument pas la mode. Ça marchera jamais, mais je kiffe. Et ça a été, voilà, un début. Et j'ai pas quitté ce truc qu'on trouve dans le tarot de la sorcière. Bon, c'est mon style actuel du coup. Voilà. Et avant, je faisais des trucs girly, colorés. C'est lui, le valet de bâton. Le chemin du retour. Comment s'est déroulé le retour à la vie ordinaire? Le chemin du retour. Ah, j'ai cru qu'elle était à l'envers, mais non, c'est le monde. J'ai cru que c'était le pendu. Voyons. Ah, le monde, c'est bien pour le chemin du retour, 2 heures après, tu sais. Je vais la regarder de plus près parce qu'il y a plein de détails. Il y a les signes astrologiques en fait dessus. Ah, j'adore. Sérieux, elle est enceinte. Je viens de parler de ma grossesse. Pour moi, c'est vraiment ça. Dernière carte des arcanes majeures du tarot, le monde est une carte de plénitude et de bonheur. C'est la carte de l'aboutissement de la quête, de l'accomplissement, de la transcendance. C'est une carte éminemment positive et il ne peut y avoir meilleur présage que de la piocher en fin de tirage. Pourtant, en début de tirage, elle peut faire référence à un blocage, au besoin de se réinventer ou de se lancer dans une nouvelle aventure sous peine de rester bloqué. Du coup, c'est hyper évident. Hein. Il y a eu un avant et après ma grossesse. Moi, je pense pas que ça ait rapport avec la naissance de mon enfant, mais plus avec mes hormones, comme je disais à l'instant, qui m'ont totalement chamboulée pendant la grossesse. Et en fait, finalement, je pense que je me suis débarrassée d'encore d'autres limites que j'avais, etc. C'était très bien pour ça. Donc on a de magnifiques cheveux et on se débarrasse de nos limites quand on est enceinte. Voilà. Donc, et après, il y a eu d'autres choses qui se sont passées en plus après ma grossesse, qui est que je me suis remis à écrire, chose que je faisais plus depuis des années, peut-être. Ça faisait peut-être 15 ans que j'écrivais plus. Je me suis remis à écrire, j'avais lancé une chaîne YouTube sur l'écriture que j'ai laissé tomber depuis 2 ans parce que j'ai plus du tout le temps de m'en occuper. Je me suis mise au tarot et j'ai eu ce nouveau style de dessin sorti de absolument nulle part, comme une épiphanie quoi. Et c'est ça le monde clairement. Mais c'est fou, c'est de la logique avec ce que j'ai dit juste avant, c'est hallucinant. J'adore le tarot. C'est pour ça que j'adore le tarot. La résurrection. Quelle épreuve a fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui? La résurrection. Ok, la roue.
Donc, ah, c'est marrant, il y a un Bouddha sous la roue. Il y a un genre d'Ouroboros à la place de la roue. Je me sens un peu bête parce que c'est ce que j'ai prévu pour mon prochain tarot pour la roue. Non mais c'est vrai en plus. Merde. Bon allez, il y a toutes les planètes. Oh, il y a trop de trucs sur cette carte, c'est très riche. C'est dur d'en tirer une conclusion. La roue de fortune est la carte du changement inévitable. La carte nous rappelle que pour le pire ou pour le meilleur, la roue continuera toujours de tourner. La carte incarne le passage des saisons, le cycle de la vie, le karma. C'est une carte d'opportunité et de renouveau, mais qui peut aussi faire référence à un blocage. Donc c'est la résurrection. Ben, c'est le tarot, pour moi, je pense, du coup. C'est marrant parce qu'elle monte juste avant, mais c'est sur la roue que je veux dire, c'est un peu un aboutissement comme carte. C'est un peu la carte de l'aboutissement, parce que c'est le Bouddha qui me fait penser à ça, l'Ouroboros, les planètes et tout. C'est un peu le truc dans lequel je suis depuis quelques années, qui m'a fait écrire un tarot, forcément, et qui était très en sous-marin, enfin, si c'est ça, souterrain plutôt. C'est pareil, il me dira. Avant, dans ma vie, où j'en parlais à personne, enfin voilà, la spiritualité, c'était perso. Et puis depuis quelques années, les gens en parlent. Du coup, je me permets d'en parler, c'est plus facile. Et en fait, oui, c'est ça, c'est une nouvelle étape peut-être, la roue. Et c'est peut-être cette étape qui a mené au tarot de la sorcière. Donc c'est cool, en fait. C'est vraiment c'est un tirage assez linéaire, finalement. Et ça me fait vraiment penser à ça, à quelque chose d'un peu zen, un peu aligné. C'est bizarre pour la roue, mais où d'un coup tout est beaucoup plus fluide en fait. C'est-à-dire qu'à la fois j'ai mes propres projets, parce que pendant 10 ans j'ai quand même bossé sur les projets de mon mari et il y a un moment donné où c'est bien de bosser sur ses propres projets. Il ne sera pas fâché, il est tout à fait au courant. Je pense qu'il est très heureux que ce soit le cas aussi. En fait, ça y est, les choses s'alignent. Le dessin, l'écriture, parce que c'était mes deux trucs. Même si l'écriture c'était beaucoup plus dur. Je trouve que c'est vachement plus dur de faire son coming out sur l'écriture que sur le dessin. C'est beaucoup plus dur de dire je veux écrire des livres que je veux être illustrateur. Parce que des illustrations on en voit beaucoup et tout, mais en France l'auteur tout de suite tu penses Goncourt, tu penses Gallimard, tu penses littérature blanche et tout, et tout le monde se fait un foin de ce truc alors que tu as juste envie de raconter des histoires quoi. Et je trouve ça plus dur. Mais là c'est bien, c'est vraiment la carte pour moi qui parle de cet alignement-là entre ces deux côtés créatifs et moi, parce que donc tout ce truc qui fait que je suis moi aussi, et toute la partie spiritualité, ce qui fait mon identité aussi, et finalement tout ce qu'on retrouve dans le tarot de la sorcière, c'est ça en fait, c'est que des trucs perso, et c'est cet alignement-là, donc pour moi c'est la roue. Le retour avec l'élixir. Qu'est-ce que tu ressens le besoin de transmettre de tes épreuves dans ton œuvre? Alors, le retour avec l'élixir, la grande prêtresse. Oh, mais j'ai plein de majeurs dans ce tirage. Ouais. C'est dingue. La grande prêtresse. Ah bah tiens, mais encore une qui fait le lien avec ce que j'ai dit avant. Voilà. Et là, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle a de particulier sur cette carte? Elle flotte au-dessus de l'eau? Non, pas tout à fait. Et à la lune, c'est une grande prêtresse assez classique. Oh, elle a un blason féminin sur... Bon, tu me diras, c'est un symbole classique du Rider-Waite. C'est marrant parce qu'avec son croissant de lune sur la tête, elle me fait penser à Peau d'âne. Il faut savoir que je déteste Peau d'âne. Je ne vais pas développer. Je trouve ça terrible, enfin bref. La papesse est une carte de mystère, c'est la gardienne des secrets. Elle peut aussi incarner une figure d'autorité féminine, comme une mère acariâtre ou une grand-mère stricte. Évidemment, elle peut faire directement référence à la religion, mais peut aussi tout simplement évoquer le mysticisme ou les rêves. Une carte un peu froide, plus spirituelle que charnelle. L'élixir, c'est ça en fait. Pour moi, c'est le côté... J'aime bien, j'ai employé le mot coming out à propos de l'écriture, mais je vais le réemployer pour le côté spirituel. Je trouve ça bien de pouvoir maintenant me dire que c'est cool et que je peux en parler. Parce que longtemps, je pense qu'on m'aurait beaucoup ri au nez. En tout cas, c'est ce que je crois. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ouais, donc voilà, pour moi, c'est ça, la grande prêtresse. On est sur l'intériorité, on a une dimension spirituelle.
Il y a aussi toute une part d'études avec forcément la grande prêtresse. Et j'ai l'impression que c'est moi. C'est dingue. Je me suis jamais vue comme la grande prêtresse. Hein. Moi, dans le tarot, je me vois comme le diable. Donc c'est rigolo. Mais après tout ce cheminement fait avec le voyage du héros, j'allais dire le voyage du tarot, ça va avec. J'ai l'impression que ça coule de source après la roue où j'étais sur l'alignement. Et du coup, là, il y a une forme de sérénité. C'est-à-dire, on reparle de l'alignement. C'est être serein avec ce que je produis, ce que je pense, ce que je suis, ce qui n'est pas gagné. Franchement, surtout quand on travaille pour les autres, parce qu'en tant que graphiste, je travaille pour des clients, je travaille pour les autres et mon job, c'est de me mettre à leur place. Et je trouve ça finalement cool. C'est une carte qui me fait me dire hey, Bérangère, en fait, tu as le droit de faire ce que tu veux en ce moment, c'est pas génial. Si, c'est génial. Voilà. Le prestige. Quelque chose à ajouter? Alors, cette dernière carte surprise, c'est une carte surprise aussi. C'est l'astrologue. Du coup, comme c'est pas une carte du tarot, elle est un peu plus compliquée pour moi à interpréter. La carte de l'astrologue fait partie de la famille des champions ajoutée par l'artiste. Il la définit comme celle de la compréhension et de l'interprétation des astres. Elle fait référence à l'allégorie hermétique, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est ce que j'étais en train de me dire, parce qu'il a la tête tournée vers le haut et vers les étoiles, ça donne l'impression d'être à l'écoute de l'univers. Et ça me parle de plein de choses finalement, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le résumé du long cheminement. Apprendre à sortir du carcan, à être à l'écoute de ce qui se passe autour et à l'écoute de l'univers qu'on ne peut pas voir ni envisager finalement. Et c'est pas facile de se dire peut-être que je peux être à l'écoute de quelque chose que je connais pas, que je comprends pas, que je vois pas et auquel personne forcément croit. Et je dis que c'est... Alors moi j'ai beaucoup parlé de la partie créative sur les cartes précédentes. Et en fait, tout ça, pour moi, ce cheminement-là, il s'est accompagné aussi... il y a eu un autre cheminement en parallèle qui était mon cheminement personnel. Et du coup, je vais ressortir la toute première carte. Le début et la fin. La toute première carte, c'était la lune. Et j'ai beaucoup parlé du chaos. Et du fait que ma vie était un chaos. Et avant, quand j'étais jeune et très intériorisée, il n'y avait pas d'expression. Et voilà, ma vie était une prison. C'est vraiment l'impression que j'avais quand j'étais enfant. Et pendant ces 20 dernières années, moi, j'ai travaillé, à sortir de la prison et à être à l'écoute de l'univers et à essayer de voir ce qui se passait et à essayer de comprendre ce que je devais écouter et pas écouter. Et c'est franchement pas facile parce que j'ai des parents qui sont très à me dire ce qu'il faut que je fasse. Encore maintenant, et j'ai 40 ans. J'espère que c'est pas le cas pour toi. Et du coup, ça m'a vachement libérée. Et c'est vraiment un chemin parallèle. C'est un chemin parallèle. C'est-à-dire... et je crois que j'ai beaucoup employé ce terme-là tout au long des questions. J'avais des choses à libérer, j'avais des pensées limitantes à virer, etc. C'est vraiment ça, c'est ce cheminement-là. Et je pense qu'il a été plus qu'essentiel pour à la fois arriver à faire les illustrations que je fais maintenant, dont je suis très satisfaite. Ça ne veut pas dire qu'elles sont intrinsèquement belles ou qu'elles plaisent à tout le monde, certainement pas, personne ne peut plaire à tout le monde. Mais dont je suis moi contente. Et à la fois pouvoir sortir un ouvrage, ce qui pour moi est très cool, parce que j'avais 15 ans quand j'ai voulu créer des choses dans ma vie et devenir... je voulais faire, comme je disais tout à l'heure, je voulais être auteure de BD. Donc je voulais raconter des histoires, je voulais sortir des livres, je voulais écrire, je voulais dessiner. Et sans ce cheminement-là, qui est un peu représenté par l'astrologue, je pense que je serais encore très largement quelque part, mais ailleurs. Hein. Clairement, je serais peut-être comptable du coup. Voilà. Et pour moi, c'est hyper essentiel d'être à l'écoute, surtout quand on a une activité créative, de savoir sortir des sentiers battus, quoi. Cette 7e émission est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette rencontre avec Bérangère. Le tarot a été particulièrement bienveillant avec elle. 6 arcanes majeures, donc certaines très positives comme le monde, un peu de coupe et toutes les familles sauf l'épée.
Le jeu nous trace le portrait d'une artiste qui a longtemps erré, mais sait maintenant précisément où elle va. Pour ce nouvel épisode, la vidéo a connu 2 petites évolutions. Premièrement, les questions sont énoncées clairement, ce qui facilite un peu le fait de regarder l'émission d'une oreille distraite. Et deuxièmement, les cartes apparaissent plus longtemps à l'écran pour que vous puissiez mieux les détailler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces changements et à m'en signaler d'autres que vous pourriez apprécier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Comme toujours, je vous invite à me dire en commentaire qui vous souhaiteriez voir dans l'émission pour que nous puissions construire cette aventure ensemble. Enfin, vous trouverez tous les liens vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans un mois.